13h02. On a Allez, été... c'est parti. Je sais pas si vous voulez dire un petit On va mot. démarrer. Ouais. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être présents à ce webinaire aujourd'hui. Je me présente rapidement. Je m'appelle Alan Fossani et j'accompagne le collectif sur l'organisation de la semaine. Euh, Quelques petits détails pratiques pour que ce webinaire se passe au mieux. Je vais vous demander de poser vos questions non pas dans le chat, mais dans l'onglet questions et réponses qui est juste en bas de votre écran. Donc on aura un temps dédié de réponse aux questions à la fin, c'est un outil qui est plus simple pour prendre et remonter les questions. Donc vous pouvez les poser au fur et à mesure et puis on les traitera à la fin du webinaire. Voilà, Richard et Leslie, je vous laisse la main. Ok. Bonjour à tout le monde. Donc, sauf erreur de ma part, c'est le premier webinaire dans le cadre de cette semaine. Il y en a plusieurs. Et je crois que c'est le webinaire qui a eu le plus d'inscrits aussi. Donc, ça prouve un petit peu l'intérêt du sujet. Donc, pour cette thématique qui est... attendez, il faudrait que ça marche. Ah, voilà. C'est le rôle des aides-soignants dans la prévention et la lutte contre la dénutrition. Quel enseignement théorique pour une pratique de qualité? Et donc, on est deux à présenter le sujet. Leslie, qui est infirmière et enseignante en IFAS, qui va vous expliquer, puisque c'est elle qui est à l'origine de ce webinaire, c'est elle qui l'a proposé, donc elle va vous expliquer pourquoi elle a souhaité proposer ça. Voilà, et moi-même qui aborderai les aspects un peu autour de la dénutrition, qui suis membre du collectif et qui était euh, diététicien nutritionniste dans une première vie. Voilà, puisque maintenant je suis un jeune retraité depuis peu, mais qui continue à être actif au sein du collectif et très attentif à la dénutrition et à l'alimentation en général. Donc Leslie, je vous propose d'expliquer un petit peu pourquoi vous avez souhaité proposer cette thématique et après on déroulera le contenu du webinaire comme on a prévu de le faire. Entendu. Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Leslie Noirclair, je suis infirmière et formatrice au sein d'un institut de formation aide-soignant à Nancy, Santé IFAS. Et au cours de l'année universitaire 2023-2024, j'ai suivi un diplôme universitaire en sciences pratiques infirmière en gérontologie à Paris, Sorbonne. Et j'ai axé mon travail de recherche autour de la formation des aides-soignants et notamment du rôle de l'aide-soignant dans le repérage de la dénutrition chez les personnes âgées en EHPAD. La dénutrition en EHPAD est un sujet majeur de santé publique, c'est aussi un des principaux syndromes gériatriques, ce qui met en évidence l'urgence d'agir, en commençant notamment par former les apprenants aides-soignants. Donc c'est dans cet objectif que j'ai pris contact avec le collectif de lutte contre la dénutrition. Et je leur ai proposé mon projet. L'objectif, c'était surtout de mettre en lumière la profession aide-soignante, souligner leur rôle de première ligne dans l'observation, dans l'évaluation, dans l'alerte, euh, pour la prévention de la dénutrition et aussi dans la mise en place d'actions au regard d'une dénutrition qui a été diagnostiquée. Alors désormais, et au travers de ce webinaire, on souhaite ensemble partager des pistes d'action de façon à renforcer la formation des aides-soignants dans l'objectif d'adapter les stratégies de prévention au regard des compétences aides-soignantes. Voilà. Donc, vous imaginez quand Leslie a proposé ce sujet, notamment de mettre en lumière les aides-soignants, à la fois la présidente du collectif, qui est aussi la présidente du clan central de la science publique hôpitaux de Paris, donc qui est le professeur Agatrino Simon, qui est gériatre. Et moi, à l'époque, j'étais vice-président du clan central. On a toujours eu à cœur de mettre en avant les aides-soignants parce que c'est effectivement une fonction clé, enfin un métier clé dans cette prise en charge de l'alimentation en général et de la dénutrition en particulier. Donc, effectivement, on ne pouvait qu'accepter sa proposition. Donc, on a proposé le plan suivant pour le webinaire. Donc, Leslie va reposer très rapidement le cadre législatif relatif au métier d'aide-soignant. Et moi, je traiterai les deux sujets suivants. La dénutrition, c'est quoi? Quelle stratégie? Quelle cause? Donc, de resituer un petit peu l'environnement global de ce sujet-là. Quelles sont les pratiques attendues côté aide-soignant, mais dans un cadre d'un processus de soins partagé? Et Leslie terminera par quel module de formation pour y répondre. Et ensuite, on aura un petit moment d'échange par rapport à vos questions. Voilà. Donc, Leslie.
Alors tout d'abord, effectivement, le cadre législatif, on a souhaité commencer par cette diapositive-là, puisque on a pu observer qu'il y avait pas que des professionnels, enfin des aides-soignants ou des professionnels de la formation. Donc tout d'abord, l'aide-soignant exerce sous la responsabilité de l'infirmier diplômé d'État. Donc ça, c'est le Code de la santé publique. Je vous passe les articles, les chiffres des articles. Et ces activités se situent dans le cadre du rôle qui relève de l'initiative de l'infirmier diplômé d'État. Les trois missions principales de l'aide-soignant, c'est d'abord accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale, dans le respect de son projet de vie, collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences et contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel, ce qui va du coup nous permettre aussi d'écouler la dénutrition et le repérage de la nutrition dans les fonctions aides-soignantes. Donc Richard? là, oui, en fait, on vient de voir l'aide-soignant, mais la dénutrition, c'est une réalité, hein, c'est pas juste un problème qui existe ailleurs, hein, il est bien présent en France, et d'où le fait que le collectif existe, et c'est, je crois, sauf erreur de ma part, c'est la 5e semaine qui se déroule hein, pour sensibiliser fortement la population et les professionnels en général. Donc il y a 2 millions, c'est des chiffres qu'on a repris du collectif, qui sont des chiffres étayés dans de nombreuses publications. Donc 2 millions de personnes en situation de dénutrition. 30% des personnes hospitalisées sont dénutries, des fois plus selon les études. 10% des enfants hospitalisés sont dénutris. 10% des personnes à domicile de plus de 70 ans sont aussi dénutries. Et 40% des patients atteints d'un cancer présentent des signes de dénutrition. Donc c'est quand même une réalité qui est forte. C'est une pathologie, mais contre laquelle on peut lutter. Donc il y a vraiment une nécessité de la prendre en compte et donc de la diagnostiquer avant de la traiter. Et donc, la dénutrition, c'est quoi? Et donc, il nous a semblé intéressant de revenir un petit peu sur les éléments et les dernières publications de l'HAS sur le sujet, qui datent de 2021, où des recommandations ont été faites sur la dénutrition et sa prise en charge, donc avec soit une réactualisation quand c'était sur la partie adulte, soit vraiment un travail de fond sur l'enfant notamment. Donc là, aujourd'hui, on a des recommandations sur la prise en charge, enfin, sur le diagnostic et la prise en charge de la dénutrition, que ce soit l'enfant, l'adulte ou la personne âgée. Donc il y a quand même quelque chose qui est vraiment étayé, et donc il n'y a plus de questions à se poser sur ce sujet-là. Et le diagnostic repose sur quoi? Sur la validation d'un critère phénotypique, hein, parmi la liste que l'on va voir, et d'un critère étiologique. Donc, sur les critères phénotypiques, alors il y a des petites différences de valeur en fonction de la population, que ce soit les enfants, les adultes et la personne âgée, mais sur cette diapo, on a essayé de compiler l'ensemble des éléments sur les critères phénotypiques et les critères étiologiques. Mais si vous reprenez les recommandations de la HAS, il y a 3 chapitres spécifiques, un chapitre par type de population. Donc sur la perte de poids, donc c'est un élément important, hein. Si on a une perte de poids qui est supérieure à 5% en un mois ou 10% en 6 mois, ou une perte de plus de 10% par rapport au poids habituel en début de maladie, donc c'est un des critères phénotypiques. Donc on verra un élément important qui sera le fait de peser les patients comme un élément qui peut permettre de poser le diagnostic. Également, l'indice de masse corporelle, donc je rappellerai rapidement, mais l'indice de masse corporelle, c'est la taille sur le poids au carré. Voilà, donc si on est chez les enfants, on reporte ça sur les courbes de croissance que l'on a dans le carnet de santé. Et sinon, selon les populations, on a des valeurs qui sont un peu différentes si le patient est adulte ou s'il a plus de 70 ans. Voilà. Et donc, pour avoir un indice de masse corporelle, il faut effectivement avoir le poids, comme je l'ai dit, mais il faut avoir aussi la taille. Donc, ça veut dire que autant chez les adultes, la taille, elle ne bouge pas, mais la personne âgée peut se tasser. Mais chez les enfants, il y a vraiment une nécessité de regarder comment la taille évolue. Il y a la notion de stagnation de pondérale. Donc là, c'est un critère qui est uniquement en lien avec les enfants. Donc, cette stagnation pondérale qui aboutit à un poids situé à 2 couloirs en dessous du couloir habituel. Donc, on est vraiment sur les courbes qu'il y a sur les carnets de santé des enfants. Donc, ça veut dire qu'on a d'un coup une cassure et le poids qui se situe 2 couloirs en dessous. La réduction aussi de la masse musculaire et ou de la fonction musculaire. Ça, chez l'enfant,
ou l'adulte, voilà. Et chez la personne de plus de 70 ans, c'est une sarcopénie qui, elle, est confirmée par les deux, c'est-à-dire réduction de la masse musculaire et de la force musculaire aussi. Donc, il y a ces deux qui sont prises en compte. Donc, il y a des éléments. Alors, ce n'est pas obligatoirement, on le verra, dans le champ des compétences des aides-soignants, mais c'est quelque chose qui peut être évalué. Dans les critères étiologiques, on a la réduction de la prise alimentaire qui peut être qui est pris en compte si elle est supérieure à 50% pendant plus d'une semaine, toute réduction des apports pendant plus de 2 semaines par rapport à la consommation alimentaire habituelle, quantifiée, et ou aux besoins protéino-énergétiques estimés. Donc il y a des histoires d'ingestat derrière tout ça, donc on le reverra également. Également, dans une situation où on a des problèmes d'absorption réduite, en cas de maldigestion ou de malabsorption, et dans le cadre de situations d'agression avec des pathologies aiguës, des pathologies chroniques évolutives ou de pathologies malignes. Alors, c'est vrai que finalement, à l'hôpital, on pourrait presque estimer qu'il y a toujours un critère étiologique parce que très souvent, on a une pathologie aiguë, une pathologie chronique évolutive ou une pathologie maligne. Très souvent, pas toujours, mais très souvent, on a cet élément-là. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose de factuel où il y a besoin d'avoir des éléments pour pouvoir poser les choses. Mais concernant la dénutrition, la question, c'est quelle stratégie pour pouvoir la prendre en charge. Donc ça, c'est un élément important. Donc comme je vous ai dit, et comme vous l'avez vu sur la diapo précédente, donc on pose le diagnostic de la dénutrition avec la présence d'un critère étiologique et d'un critère phénotypique. Donc il en suffit d'un des deux. Mais après, se pose la question de la qualification de la sévérité. Est-ce qu'on est sur une dénutrition modérée ou des dénutritions sévères? Et là, il suffit d'un seul critère pour pouvoir définir, et là on n'est pas rentré dans le détail, et ça je vous invite à regarder les recommandations sur le sujet, mais le niveau de l'indice de masse corporelle, selon où on se situe par rapport à la norme, peut être un élément de sévérité. Le niveau de perte de poids, voilà, est également un niveau de sévérité, et l'albuminémie est un niveau de sévérité. Mais par contre, l'albuminémie n'est plus, et c'était souvent utilisé auparavant, comme un des éléments diagnostic de la dénutrition. Donc, en première intention, l'albuminémie n'est pas du tout un élément qui caractéristique la dénutrition, mais caractéristique par contre son niveau de sévérité. Voilà, donc c'est juste, si jamais vous aviez en tête les recommandations antérieures où d'emblée on mettait l'albuminémie, là aujourd'hui l'albuminémie est vraiment un élément diagnostic du niveau de sévérité. Une fois qu'on a identifié que le patient effectivement est dénutri selon le niveau de sévérité, ben, il y a une prise en charge nutritionnelle des patients qui va être importante de mettre en œuvre et qui devront être adaptées en fonction du degré de sévérité de la dénutrition, associée à la correction des facteurs de risque identifiés qui pourraient exister. Et donc là, effectivement, le rôle d'observation qui peut être réalisé est un élément important et on le reverra rapidement derrière. Par exemple, si le patient a besoin d'aide technique pour consommer ses repas, ou d'aide humaine, voilà, c'est un élément qu'on peut facilement corriger pour pouvoir l'aider à améliorer sa consommation alimentaire. Également, tout ce qui est du domaine des soins bucco-dentaires, parce qu'une bouche en mauvais état, des dents en mauvais état sont des éléments qui peuvent participer à la réduction de la consommation alimentaire, soit, voire même carrément à l'arrêt, si c'est trop douloureux, voilà. Et également, mais ça c'est du domaine très médical, par contre, la réévaluation de la pertinence des médicaments et des régimes, parce que souvent, si on prend notamment les personnes âgées, ce sont des patients qui ont souvent une polymédicamentation avec des superpositions de prescriptions en fonction des médecins. Donc il y a vraiment une nécessité, et les gériatres le disent beaucoup, de nettoyer, passez-moi l'expression utilisée, mais de nettoyer un petit peu l'ensemble des médicaments pris par le patient pour regarder vraiment ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Également des régimes qui ont été prescrits à une époque ou autoprescrits par le patient lui-même. Et aujourd'hui, il y a vraiment une interrogation sur la nécessité de tous ces régimes, et avec quelque chose de bien étayé maintenant, qu'il faut vraiment limiter au maximum et de bien identifier ce qui est important, puisque certains régimes peuvent même avoir des effets anorexigènes et avoir un effet délétère chez la personne âgée si on parle de celle-ci. Et également la prise en charge des pathologies sous-jacentes à la dénutrition.
Voilà. Donc, il y a ces éléments de prise en charge, mais une fois qu'on prend en charge, bien sûr, et vous le savez bien, il y a la notion de surveillance de l'état nutritionnel pour pouvoir regarder un petit peu si la stratégie qui sera mise en œuvre est efficace ou pas, et d'adapter, le cas échéant, la prise en charge qui a été proposée. Et donc, en ambulatoire, il y a une nécessité d'une réévaluation systématique tous les mois de cette prise en charge, qui passe notamment, et là on a oublié de le noter, qui passe sur l'évaluation et la mesure du poids en ambulatoire. Il y a en hospitalisation une réévaluation au moins une fois par semaine du poids. Et je vais le dire, et je pense que Leslie le redira, le fait de peser un patient, ce n'est pas du tout un acte sur prescription, parce que des fois on entend ça quand on demande au binôme infirmier-aide-soignant de peser le patient et qui dit j'ai pas eu de prescription. Non, ça fait partie du rôle propre de l'infirmière. Et à ce titre-là, l'aide-soignant participe à cette activité-là, qui est une activité importante dans ce cas-là, d'évaluation de l'efficacité de la prise en charge de la dénutrition. On voyait un petit peu ces éléments-là. Et donc, cette stratégie est une stratégie qui a été développée, étayée dans le cadre des recommandations produites par la l'HAS en 2021. Donc, la dénutrition, les causes, alors, elles ne sont pas très compliquées, hein, vous avez bien compris. Les causes de la dénutrition, c'est quoi? C'est vraiment une histoire de balance. C'est une insuffisance d'apport nutritionnel qui est isolée, c'est-à-dire il n'y a que ça. Et on peut, des fois, ça peut arriver, notamment chez les personnes âgées, isolées, qui ont perdu quelqu'un, voilà, qui ont plus d'appétit, donc ils réduisent leur consommation, voilà, et ou associé à une augmentation des dépenses énergétiques dans certaines pathologies, notamment les pathologies cancéreuses. C'est des pathologies qui consomment de l'énergie et qui consomment aussi des protéines pour fabriquer des anticorps ou autres. Donc, on peut avoir également cette augmentation qui est associée, mais également, ça peut être associé à une perte d'énergie et ou de protéines dans le cadre de malabsorption ou de maldigestion, où finalement, ce qui est consommé reste dans l'intestin et part avec au niveau des fesses. Voilà, donc il y a vraiment ces éléments qui sont importants. Donc, insuffisance d'apport nutritionnel, seul ou non, associé à une augmentation des dépenses et ou des pertes énergétiques. Donc, il y a le travail le plus important concernant les auxiliaires médicaux et les aides-soignants en particulier. Ça va être tout ce travail qui va être réalisé autour de l'insuffisance d'apport nutritionnel. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'améliorer. Voilà. Et bien sûr, et ça vous le savez bien, ces deux situations sont souvent intriquées dans des proportions variables, parce que ce n'est pas aussi blanc ou noir que ça. Donc, la dénutrition par insuffisance d'apport, j'en ai parlé déjà un petit peu, mais les grands sujets, les grandes causes, on a essayé de les reprendre dans cette diapo-là. Donc, on retrouve la diminution des capacités physiques de la personne, hein, notamment dans le cadre des troubles de la déglutition ou la peur de faire une fausse route qui peut faire que le patient consomme moins. Donc, c'est des éléments-là. De régurgitation, par exemple, chez l'enfant, de douleurs buccales, de problèmes de préhension. Voilà, donc il y a vraiment ces éléments-là sur lesquels on peut tout à fait jouer pour améliorer les capacités physiques de la personne. Altération des capacités psychiques, hein, notamment la dépression, la démence. Alors, des fois, on peut agir sur certains, pas sur tout, hein, ça peut être médicamenteux, mais c'est vrai qu'une aide, une écoute peut aussi améliorer ces capacités psychiques du patient. Les troubles de digestion et ou de l'absorption digestive, donc ça, je l'ai dit rapidement, et là, effectivement, c'est une approche médicamenteuse ou qui pourrait être aussi chirurgicale pour pouvoir améliorer le sujet, mais il y a des traitements qui existent. Le fait aussi de traitements médicamenteux par leur effet anorexigène ou des modifications du goût ou par leur nombre. Donc ça, il y a une approche qui peut être réalisée, je vous l'ai dit, en nettoyant un petit peu l'ordonnance du patient, en modifiant. Et il y a des cas où, et vous le savez, on broie certains médicaments et ces médicaments, une fois qu'ils sont broyés, ils donnent des goûts. Voilà. Donc il y a toute une réflexion aussi concernant ces médicaments qui peuvent modifier le goût, à quel moment on les donne, peut-être éviter pour certains de les donner avant la consommation du repas parce que ça peut interférer.
Donc, le fait de régime restrictif, ça, je vous l'ai dit, hein, donc il y a vraiment un travail là-dessus de vérifier le bien fondé de certains régimes. Et aujourd'hui, notamment sur des régimes en cas de problème de diabète, de problème de cholestérol, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est revenu en disant qu'il faut juste veiller à un équilibre alimentaire. Et sur la personne âgée, ce qui est le plus important, c'est l'apport énergétique et l'apport protéique pour justement éviter cette situation de risque de dénutrition ou de dénutrition même. Et chez la personne de 70 ans et plus, même le fait d'avoir un peu de poids est un élément important qui peut aider à passer un cap. Et vous le savez, vous le savez pas, mais il y a des cas où on a aussi des patients qui sont obèses, donc avec des IMC élevés, mais qui sont dénutris parce qu'ils ont une sarcopénie sous-jacente qui peut être due notamment à une consommation faible de protéines. Voilà. Il y a aussi des causes sociales, hein, donc l'isolement, la diminution des ressources, les idées reçues sur lesquelles il est intéressant de travailler. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que l'hôpital a un effet iatrogène, voilà, puisque il y a plusieurs études qui ont montré que du fait de l'inadaptation du repas servi par rapport aux besoins nutritionnels réels des patients, si on n'a pas une prise en charge individualisée, fait que dans certains cas, le repas servi est inférieur aux besoins du patient. Plus, des fois, le repas servi à l'hôpital ne correspond pas au goût. Donc, il y a un ensemble de choses qui fait que le milieu hospitalier a cet effet-là. Et si vous travaillez en gériatrie, on voit très bien le patient qui arrive, les 3 premiers jours, il a souvent une baisse de sa consommation alimentaire qui s'améliore des fois derrière, parce qu'il faut qu'il s'habitue aussi à la structure, etc., etc. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont à l'origine de cette insuffisance d'apport. Là, il nous a semblé important, mais de décrire très rapidement à partir de ce petit schéma l'ensemble du processus de prise en charge nutritionnelle du patient, donc qui est le processus qui va permettre de prendre en charge la dénutrition et qui est un processus très partagé. Voilà, il y en a beaucoup d'autres qui le sont partagés, mais celui-là encore plus certainement que les autres, avec, je dirais, au démarrage un petit peu avec l'arrivée du patient, tout ce qui est du domaine de l'évaluation et du pissage. On voit bien qu'il y a de nombreux intervenants sur le sujet, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les orthophonistes, hein, sur tout ce qui est du domaine des troubles de la déglutition, s'il y en a, les ergothérapeutes pour tout ce qui est du domaine de l'adaptation de l'environnement du repas, et le diététicien, bien sûr, qui est un des auxiliaires médicaux qui a l'expertise la plus pointue sur le sujet. Donc, à partir de cette évaluation et ce dépistage, on élabore ce projet de soins nutritionnels qui doit être vraiment partagé par tous et qui est pour une partie transmis à la restauration, qui permet de produire le ou les repas adaptés aux besoins des patients qui sont pris en charge par la structure. Une fois que le repas il arrive dans le service, eh bien, il y a toute une phase d'installation, de distribution de repas qui est un élément important, hein, qui est réalisé au niveau du service par le personnel soignant ou hôtelier. Il y a certaines structures où il y a du personnel hôtelier. Et derrière, il y a effectivement toute cette partie aussi d'évaluation, de suivi de la stratégie, mais également de la consommation du repas, qui sera fait par l'ensemble des professionnels que j'ai déjà cités tout à l'heure. Et après, il y a des éléments de sortie où effectivement, il faut pouvoir donner tout ce qu'il faut pour que la prise en charge puisse se poursuivre à l'extérieur, soit sur une structure d'accueil, soit au retour à domicile. Et donc, on regarde un petit peu de l'expertise que l'on a, du travail qu'on a pu faire avec les aides-soignants. On a essayé rapidement, on en a peut-être oublié, de citer un petit peu les activités attendues à différents moments, et comme je viens de le citer dans le cadre de ce processus, réalisé par les aides-soignants. Donc, sur la phase d'évaluation, hein, il y a vraiment tout ce que, et je l'ai dit en début de présentation, la mesure du poids et de la taille, hein, voilà, c'est un élément important. Et donc, c'est vraiment peser le patient et pas juste lui demander son poids, c'est pas regarder sa carte d'identité, il y a vraiment cette mesure qui doit être réalisée, avec, autant se faire se peut, une balance adaptée qui est aussi contrôlée. Il y a tout ce qui est du domaine de l'évaluation des aversions alimentaires pour pouvoir également commander les repas pour que le repas puisse être le plus en adéquation avec ce que le patient aime, ou au moins avec ses habitudes. Voilà. Identifier s'il y a besoin d'aide, ça fait partie aussi des choses qui sont regardées. Tout ce qui est du domaine des consommations alimentaires et hydriques, bien sûr, et l'état bucco-dentaire du patient. Voilà.
Sur l'installation et la distribution, donc il y a, si c'est nécessaire, donc il y a vraiment l'installation du patient au fauteuil ou au lit avec apport de l'adaptable, en salle à manger, enfin ça dépend des structures, voilà, et ce qui a été décidé aussi en termes de projet de soins pour ce patient-là, et la mise en œuvre des aides techniques s'il y en a besoin, notamment celles qui ont été préconisées par les ergothérapeutes. La distribution du repas conforme aux attentes, vérification, parce que selon la nature de la livraison, si c'est des plateaux, vérifie que c'est le bon plateau du patient, et si c'est un repas en salle à manger, et qu'on part de plats qui sont en multiportions, de bien distribuer ce que le patient avait souhaité au regard de ce qui a été commandé. Voilà. Également, travailler, si c'est possible, sur la création d'un environnement adapté. Et ça, il y a plusieurs études qui le montrent, notamment dans les études sur les consommations alimentaires dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée, où les patients mangent en salle à manger. Le bruit, la télé, les discours entre les professionnels, enfin, tout ce son-là a un effet plutôt délétère sur la consommation alimentaire. La lumière, quand c'est le plateau, comment c'est arrangé sur le plateau, comment la table est organisée, voilà. Donc un ensemble de choses qui fait que l'environnement peut aider à la consommation ou par contre avoir un effet anorexigène. Donc il y a quand même, c'est un élément important, cette étude et ce travail sur l'environnement qui doit être adapté. Sur la stimulation et l'aide humaine si nécessaire. Donc, c'est vrai qu'autant se faire se peut, c'est bien que le patient soit autonome. Voilà, donc des fois, il y a vraiment une nécessité de stimuler, de l'accompagner, voilà, de l'encourager, mais il y a des cas où il y a vraiment une nécessité de l'aider à consommer son repas. Donc, c'est une aide importante. Également, il y a un élément qui est à la main des aides-soignants, c'est l'aide au choix. Alors, l'aide au choix, ce n'est pas le fait de choisir son repas, c'est une fois que le repas a été servi, si le patient il manque d'appétit, c'est quelle est la meilleure stratégie s'il n'a pas beaucoup faim, l'inciter plutôt, par exemple, à manger le plat principal et pas de manger le potage, hein, si c'est un potage normal et pas un potage enrichi, ou si on lui a servi une crudité. Voilà. Donc, que le peu d'appétit qu'il a, il le mette au service de la consommation d'énergie et de protéines qui sont des éléments importants. Voilà, alors c'est pas comme ça effectivement qu'il faut peut-être l'aborder quand on lui en parle, mais c'est vraiment tout ce travail-là sur l'aider à consommer ce qui sera le plus bénéfique pour lui, mais bien sûr qui lui plaît aussi. Après, il y a aussi une notion d'horaire et de durée de repas qui doit être adaptée au patient. Et on sait qu'il y a des cas où le repas peut être très long. Voilà, mais il ne faut pas non plus presser le patient parce que derrière, il faut débarrasser, enfin, tout ça. Et également, il y a les soins de bouche qui peuvent être nécessaires après le repas, autour de la prothèse. Également, mais je ne l'ai pas dit, mais quand on installe le patient, il y a des cas où parfois la prothèse n'est vraiment pas du tout adaptée. Il vaut mieux que le patient n'ait pas de prothèse et qu'il mange sans prothèse, qu'il arrive à manger, parce que c'est comme ça qu'il fait chez lui, plutôt que d'avoir sa prothèse qui va le gêner, qui va le blesser, et avec le fait qu'il y a des éléments qui se mettent entre la gencive et la prothèse. Donc, une fois que le repas est terminé, il y a un élément important qui est tout ce qui est du domaine de l'évaluation et du suivi, avec tout ce qui est traçabilité, hein, vraiment dans le dossier du patient, la nécessité pour les aides-soignants de tracer un certain nombre de choses, comme les consommations ou les informations que le patient aura pu avoir, également tout ce qui est surveillance pondérale, comme je l'ai dit, et aussi un élément important, c'est favoriser la mobilité physique autant que nécessaire. Donc, si le patient, même s'il est long à marcher, autant l'accompagner, le faire marcher un petit peu plutôt que de le mettre dans un fauteuil roulant et de pousser le fauteuil. Voilà. Et Leslie en reparlera. Il y a quand même quelque chose d'important aussi, c'est sur le travail autour des représentations personnelles de l'aide-soignant qui se projette des fois dans le repas du patient, parce qu'un aide-soignant qui n'a pas beaucoup d'appétit trouve qu'un patient qui n'a pas beaucoup mangé, mais il a mangé suffisamment, ou l'inverse est vrai aussi. Donc il y a tout ce travail-là aussi qui est important. Voilà, donc je pense que j'en ai terminé et je vais passer la parole à Leslie. Merci, Richard. Donc moi, je vais poursuivre avec la formation des apprenants aides-soignants à la dénutrition. Donc, comme Richard l'a dit, effectivement, la dénutrition touche toutes les tranches d'âge, ce qui nécessite une certaine connaissance de la part des aides-soignants, comme je l'ai dit déjà en introduction, avec une évaluation et la mise en place d'actions, une alerte qui doit être donnée à l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, comme il l'a souligné effectivement, hein, c'est un travail d'équipe. Et puis, c'est surtout aussi un des principaux syndromes gériatriques. Et ce qui est quand même à noter, c'est qu'il y a 50% des personnes âgées qui sont hospitalisées, qui sont touchées
par la dénutrition, 30% en EHPAD, ce qui montre quand même effectivement la nécessité clairement d'être formés, d'autant que les aides-soignants sont, depuis le référentiel de 2021, la révision du référentiel en 2023 et de 2021 et 2023, l'objectif est qu'ils aient les connaissances sur la prise en soin de la personne âgée qui va nécessairement augmenter au vu de la démographie, les prévisions démographiques. Alors en 2009, Ambroise Martin a réalisé une étude dans le cadre du plan national nutrition santé qui s'intitule la formation à la nutrition des professionnels. Donc il avait étudié l'ensemble des formations des professionnels de santé et il avait déjà en 2009 mis en avant le fait que la formation des aides-soignants au repérage de la dénutrition est insuffisante. Alors ce qui est plutôt rassurant, c'est que c'est pas seulement les aides-soignants qui étaient insuffisamment formés, mais quasiment la totalité, voire même la totalité des professionnels de santé. Donc la question à savoir, qu'en est-il aujourd'hui? En tout cas, ça a été le travail que j'ai pu mener et que je vais vous exposer. Alors dans le référentiel de formation, déjà, si on s'intéresse à l'alimentation et la déclinaison de l'alimentation, des nutrition, alimentation, aliments, alimentaire, repas, enfin bref, j'ai tout fait, eh bien, c'est très pauvre. Dans le module 1, bloc 1, module 1, on a dans l'aide aux gestes de la vie quotidienne, dans le cadre du maintien de l'hygiène de vie, entre parenthèses, alimentation, qui du coup se réfère plutôt à l'aide aux gestes de la vie quotidienne. Donc on n'est pas sur la dénutrition à proprement dit. Et puis on a une autre fois l'alimentation, le mot alimentation qui ressort, qui est dans le bloc 2, module 4, qui est sur la surveillance de l'alimentation par sonde, qui là ne correspond pas vraiment aux attentes en lien avec la dénutrition. Par contre, dénutrition n'est absolument pas présent dans le référentiel, qui laisse une porte ouverte aux équipes pédagogiques de traiter la dénutrition. Le petit souci, entre guillemets, qu'on pourrait relever, c'est une petite phrase, effectivement, une citation de Perrenou, donc dans le livre La pédagogie, une encyclopédie pour aujourd'hui, de 93, qui note que le parcours de formation est soumis à l'interprétation du formateur. Ce qui signifie que si le formateur n'a pas de connaissance ou ne soupçonne pas l'importance de la dénutrition, il peut peut-être passer outre la formation aux professionnels. Donc les problématiques qui ont été relevées, eh bien, pour ma part, j'ai réalisé une étude au sein d'un MIFA sur une promotion de 18 apprenants en cursus complet, où j'ai réalisé une étude sur les recueils de données, l'analyse de pratiques, sur des questionnaires, des évaluations normatives et formatives. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que les actions aides-soignantes qui étaient rédigées par les apprenants étaient très pauvres au regard du besoin de boire et manger, notamment, du besoin fondamental, Virginie Anderson, boire et manger. 59% des apprenants ne faisaient aucun lien avec l'indice de masse corporelle. Donc, noter un indice de masse corporelle à 18, mais n'en relever pas l'importance, en tout cas l'alerte à réaliser au regard de cette IMC. 76% des écrits n'évoquent pas la toilette buccale, ni dans le besoin fondamental de boire et manger, ni dans celui d'être propre et protégé, c'est égument. Les représentations sont très importantes, donc on en a parlé, Richard l'a effectivement introduit. Il y a de nombreuses représentations par rapport au vieillissement, par rapport à l'alimentation de la personne âgée ou la personne malade. Les apprenants que j'ai actuellement, je les ai ce matin dans le cadre de la semaine de la dénutrition, ont pu participer à un CAOUT et ils m'entendent, donc ils savent que je fais référence à eux. Et ce qui est assez surprenant, c'est que bien, j'ai 50% des apprenants qui considèrent, et vraiment 50% des apprenants qui considèrent que en vieillissant, il est normal de perdre du poids. Il est normal de perdre du poids parce que, parce qu'on vieillit tout simplement. Donc et donc ces représentations-là peuvent avoir une incidence sur la prise en soin nécessairement. Il y a une inscription davantage dans l'action plus que dans le raisonnement. Et puis les apprenants ciblent la notion de temps, la temporalité du soin, qui est régulièrement une problématique, et puis le refus alimentaire. Donc, il a semblé nécessaire d'aborder la dénutrition, et notamment parce que la dénutrition est une en-tête qui nous permet à nous, formateurs, de décliner
d'autres troubles, d'autres éléments de contenu du référentiel, et notamment les chutes qu'on va retrouver dans d'autres blocs, dans d'autres modules, hein, mais les chutes, les escarres, la santé bucco-dentaire, les troubles du transit, le refus de soins, les troubles de la déglutition, le raisonnement clinique, les risques, la fragilité. Donc autant dire que voilà, c'est vraiment une tête d'affiche qui nous permet vraiment d'aborder de nombreux thèmes. Alors les actions et les outils pédagogiques qui ont été mis en œuvre, eh bien au final, on s'est rendu compte qu'on pouvait parler de dénutrition à de nombreuses reprises, hein, notamment sur le bloc 2, module 3, sur les pathologies du vieillissement. On peut parler aussi de dénutrition toujours dans ce bloc et dans ce module sur la physiopathologie et la sémiologie des pathologies prévalentes. On peut en parler quand on parle des situations à risque dans le bloc 1, module 2, et dans ce bloc 1, module 2, on parle aussi de l'analyse des signes de fragilité et donc dans la prévention de la fragilité. Et qui dit fragilité dit forcément gériatrie. Donc du coup, on peut faire du lien sur la dénutrition et sur le risque de dénutrition. Concernant le refus, il est abordable dans le bloc 3, module 6, avec l'information et le droit des patients. Dans ce même module, on va aussi avoir la participation à la démarche éthique et évidemment le refus de soins et refus de soins ou refus alimentaire s'ancre clairement dans la réflexion et dans le raisonnement éthique. La temporalité du soin, là on va dire que c'est plutôt transverse. On peut le retrouver effectivement dans le module 4, mais parce qu'on est dans la pratique du soin, mais de façon transversale sur le module 1 également, puisqu'on est sur l'accompagnement aux actes de la vie quotidienne. Et la toilette buccale, pardon, Alan, juste avant, merci. Et la toilette buccale, dans le module 4, avec les soins de bouche non médicamenteux. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que la dénutrition fait clairement partie du raisonnement clinique qui est prépondérant dans cette formation aide-soignant où visiblement ce nouveau référentiel de 2021 axe le raisonnement, la réflexion comme point d'ancrage au métier d'aide-soignant. Alors les outils pédagogiques qui ont été utilisés, donc nous on a au sein de l'IFAS avec l'équipe pédagogique et avec un groupe d'apprenants, on a rédigé une bande dessinée dont vous avez là la première page, donc aide-soignant, aidons les personnes âgées à croquer le vieillissement à pleines dents, mettant en avant la vie qu'il y a dans le vieillissement. Donc il y a une apprenante qui a réalisé les dessins et on a réalisé ensemble cette bande dessinée qui permet, du coup, qui est un outil pédagogique qui permet de passer des messages. Cette bande dessinée pourra à terme être mise en lien à travers le collectif de lutte contre la dénutrition, de façon à ce que chacun puisse en faire usage. La pratique simulée, alors c'est vrai que c'est quand même aussi quelque chose qui a été bien mis en avant dans ce nouveau référentiel, qui est suggéré du moins pour l'enseignement des différents modules. Et on l'a utilisé beaucoup, et notamment par exemple sur le soin de bouche non médicamenteux dans le module 4, où on utilise la pratique simulée avec un apprenant, et donc on fait des groupes de 2 avec un apprenant qui est le soignant, un apprenant qui est le soigné, et puis chacun apporte sa brosse à dents, son matériel, son dentifrice, sa petite serviette, et puis chacun réalise ce soin qui est extrêmement intime et peut s'exprimer justement sur les difficultés qui sont rencontrées par par cette pratique-là. On l'a aussi réalisé là, dans le cadre de la semaine de la dénutrition. On l'a réalisé hier avec une aide alimentaire. Donc, les yeux bandés, les apprenants ont eu l'opportunité d'être à nouveau en position de soignant et de soigné d'expérimenter l'aide alimentaire à travers voilà, le goût, le ressenti de cette insertion d'une cuillère à l'intérieur de la bouche, la nécessité de communiquer sur qu'est-ce que je vous donne à manger, sur est-ce que ça va être froid, chaud, quelle est la texture qui va être donnée. Bref, voilà, ça a vraiment énormément d'intérêt. Les caouts, je ne sais pas si tout le monde connaît. En tout cas, c'est un super support qui est disponible assez aisément sur Internet, gratuit pour 10 participants, payant ensuite, mais qui permet, et là on l'a aussi expérimenté, qui permet d'évaluer les connaissances des apprenants de façon un petit peu moins formelle que sur une feuille. Et puis je crois qu'ils aiment beaucoup.
Les analyses de pratique. Donc, les analyses de pratique professionnelles permettent de faire un lien entre l'IFAS et le terrain, puisque maintenant, 50% de la formation est réalisée en IFAS, mais il y a aussi 50% de la formation qui est réalisée sur les terrains, et c'est clairement pas négligeable. Ça nécessite un vrai lien. Il n'y a plus de mise en situation professionnelle, il n'y a plus de MSP, donc les formateurs n'ont plus de légitimité réelle à se rendre sur le terrain de stage. Hein. L'évaluation est réalisée par les tuteurs et les équipes. Donc, les analyses de pratique en retour de stage permettent de faire un réel lien. Les questionnaires pré- et post-cours, et puis surtout la déconstruction des représentations dont on a déjà parlé, qui effectivement prennent beaucoup de place et peuvent avoir une grosse incidence sur la prise en soin. Et puis, comment ne pas, pas dire, la participation effectivement à la Semaine nationale de la dénutrition. Je crois que en tant que formateur, mais aussi de professionnel de santé, insuffler une participation à la Semaine nationale de la dénutrition euh, est vraiment très bénéfique. Ça permet, je crois de façon moins formelle que d'habitude, d'aborder la dénutrition, l'alimentation de façon générale et la dénutrition peut-être de façon un peu plus ludique et du coup aussi d'élargir les connaissances des apprenants. Richard, je termine ou... Ah, vous n'avez pas votre micro. Oui, en conclusion, je pense que c'est une conclusion qu'on partage avec Leslie, et je l'ai dit au début, ce rôle primordial dans le repérage des signes de la dénutrition, le rôle de l'aide-soignant, notamment puisque c'est la personne aussi qui est en contact premier, qui travaille avec l'infirmier, donc un certain nombre de choses, à la fois à travers la mesure du poids, les consommations, donc c'est des éléments importants, en repérant rapidement les signes de la nutrition et en transmettant leurs observations, hein, donc c'est des éléments que l'on a cités plusieurs fois, et également tous ces éléments importants hein, qui sont la formation. Et donc, comme Leslie vient de le dire, la semaine de la dénutrition y participe, en termes de formation aussi, ponctuelle, de rappel, tout ça, mais également la formation initiale hein, qui est assurée dans le cadre des IFAS, qui est un élément important pour former ces professionnels au repérage, à la prise en charge de ces patients-là, avec tout ce raisonnement clinique qui est un petit peu derrière, qui fait qu'on n'est pas sur on est sur des gestes techniques, certes, mais qui sont pris dans quelque chose de plus complexe et qui est ce fameux processus de soins nutritionnels dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'est un petit peu, il me semblait important d'insister sur ce rôle-là, et je crois que là, vous étiez 117 connectés, même s'il y en avait plus de 300 d'inscrits, des éléments importants. Je pense que là, on a été un peu plus long que ce qui était prévu. Donc, je ne sais pas, Alan, s'il y a des questions. Oui, si. Alors, pour le moment, on a trois questions. Je peux vous les dire et vous pouvez y répondre au fur et à mesure si ça vous va. Oui, N'hésitez pas, hein, ceux et celles qui veulent poser leurs questions sur le module, c'est le moment. On va tâcher de répondre à toutes les questions. On a une question de 407 Diète 02. Bonjour, peut-on compter une chirurgie comme situation d'agression en critères étiologiques? oui, tout à fait. Ça fait Oui. partie puisque toute chirurgie a un effet, va mobiliser derrière des besoins nutritionnels pour la cicatrisation. Voilà. Et en plus, selon les chirurgies, ça peut aussi avoir un effet sur la partie digestion. En plus, des fois, la chirurgie, on a aussi toute une phase de réduction, de jeûne. Voilà, de patients qui doivent jeûner. Donc, de plus en plus aussi, on est dans, par exemple, une réalimentation la plus rapide derrière hein, par rapport à la chirurgie. Mais de fait, la chirurgie elle-même est un facteur effectivement qui participe à la dénutrition. On a une question de Julie Ramette. Bonjour, une grande difficulté en EHPAD, l'évaluation réelle des ingestats. C'est une donnée très difficile à obtenir. Ben, c'est une réalité. Donc, il y a plusieurs façons d'évaluer les ingestats. Donc, et ça dépend aussi des objectifs. Hein. Alors, ce n'est pas obligatoirement réalisé en EHPAD, hein, parce que des fois, il y a des évaluations où on souhaite vraiment savoir les apports énergétiques, les apports protéiques pour mesurer les déficits. Et bien, voilà, donc ça nécessite, pour pouvoir faire cette évaluation, d'une part, faire le relevé de consommation alimentaire et après de le traduire
en protéines et en énergie. Et donc ça, c'est le rôle des diététiciens de faire cette traduction-là. Et voilà. Mais il y a quand même l'utilisation d'une échelle qui s'appelle le CEFI, qui est un peu comme l'échelle d'évaluation de la douleur, qui permet de mesurer un petit peu, en questionnant le patient, de son appétit, est-ce qu'il s'est réduit, tout ça. Et déjà, ces éléments-là, c'est un élément important. Donc, quand on parle d'évaluation et des ingestats en EHPAD, il y a vraiment un travail à faire avec les médecins. Si jamais il y avait un diététicien, mais il n'y en a pas souvent en EHPAD, c'est qu'est-ce qu'on veut réellement avoir, à quoi ça sert, et à ce moment-là, quel est l'outil le plus adapté. Et donc, avoir recours à l'outil le plus adapté pour que ça ne soit pas une usine à gaz. Parce que très rapidement, ça peut devenir une usine à gaz. Et si on ne comprend pas trop à quoi ça sert, ben, il manque des données. On voit bien quand on a besoin des fois de relever d'ingestion sur 3 jours et il faut la totalité des repas, ben, il nous manque toujours quelque chose. Hein. Donc, c'est comment on embarque les gens, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus simple à avoir pour pouvoir répondre aux attendus, notamment côté médical. Donc, j'invite vraiment la personne qui a dit, et je comprends bien qu'elle pose cette question-là, c'est de poser la question au médecin qui prescrit les ingestats, mais qu'est-ce que tu veux vraiment savoir, comment on peut évaluer, quel outil, voilà, quelle réflexion il faut mener là-dessus pour pouvoir répondre. Et après, il y a des choses aussi, des fois, qui sont simples, c'est des choses qui sont pré-imprimées avec des colonnes à manger la totalité, les trois quarts, tout ça. Et selon où on met si toutes les croix sont plutôt, on n'a quasiment rien consommé ou un quart, il y a un problème. Après, ça nous est un peu égal de savoir s'il a mangé 60 grammes de protéines et 400 calories. Si on voit bien qu'il consomme quasiment moins d'un quart ou moins de la moitié de ce qu'on lui sert, il y aura un problème. Donc, ça veut dire que là aussi, voilà. Donc, c'est vraiment de réfléchir sur l'outil, mais de façon collective. Je ne sais pas, Leslie, si tu veux rajouter quelque chose. Ah oui, non, c'est parfait. Merci, c'est parfait. Alors, on a une question de C. Fayard. Bonjour, je n'ai pas vu le début du PowerPoint. J'aimerais savoir à quelle fréquence nous dosons la sévérité de la dénutrition par l'albumine en EHPAD. Nous le faisons à l'entrée dans le bilan, mais après, pour le suivi, à quelle fréquence doser? Alors, donc, il y a la notion comme j'ai dit, il y a deux choses. Il y a, déjà, on pose le diagnostic et là, l'albumine ne sert à rien. Et après, on va poser le diagnostic de la sévérité. L'albumine, elle sert à quelque chose. Après, ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est euh, est-ce qu'il y a une amélioration d'un certain nombre d'éléments, notamment une amélioration du poids, de la consommation alimentaire, voilà. Et l'albumine n'est pas obligatoire, enfin, de moins en moins utilisé comme un traceur de renutrition. On regarde aussi, est-ce que le patient, il marche, enfin, est-ce qu'il bouge mieux? Voilà, il y a un ensemble d'éléments comme ça. Voilà, mais la consommation alimentaire est un élément aussi qui peut montrer qu'il y a une amélioration de l'état nutritionnel. L'albumine peut jouer aussi, hein, voilà, mais tous les mois, c'est le maximum, enfin, c'est le minimum. C'est tous les mois, voilà, je vais y arriver. Désolé. On a une question de Flavie Jean. Peut-on nous envoyer la BD ou faut-il attendre que le comité la publie en ligne? Alors là, pour le moment, la BD, elle est à l'étude. Donc effectivement, elle a été transmise au collectif qui va voilà, qui va probablement la mettre effectivement en ligne sur l'académie, donc sur le site internet du collectif de lutte contre la dénutrition. Il y a l'académie de la dénutrition. De la dénutrition. Ouais, voilà. Et pardon, et du coup, et donc elle sera disponible à ce moment-là. Si je ne me trompe pas, il suffira de télécharger le PDF, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On a une question anonyme. Bonjour, est-ce qu'une personne nourrie sous sonde a-t-elle les mêmes apports nutritionnels qu'une personne qui mange normalement? Ah oui, totalement. L'alimentation par sonde, c'est quoi? C'est, on va dire, une alimentation normale. Alors, c'est plus tout à fait comme ça maintenant, hein. Mais au début, l'alimentation par sonde, c'était une alimentation normale qui était complètement rendue liquide et qui était passée par une sonde nasogastrique ou jéjunale ou une gastrostomie. Voilà. Aujourd'hui, il y a des processus qui sont pensés par l'industrie pharmaceutique qui permet d'avoir des produits stériles, enfin voilà, stables dans le temps, ce qui n'était pas le cas quand on mixait une alimentation, mais la couverture est la même, hein, ça c'est clair. Et en plus, il y a une garantie en apport nutritionnel, et également en tout ce qui est micronutriments, que ce soit les vitamines et les sels minéraux. Donc c'est vraiment... il faut le savoir, hein, il y a des patients qui ont plus de graines du tout,
qui ont des pathologies, qui ont fait qu'on leur a retiré la totalité de graines et qui sont alimentés, alors plus par sonde nasogastrique, là j'exagère, mais qui sont alimentés par parentérale totale. Donc l'alimentation parentérale comme la nutrition entérale couvre la totalité des besoins et c'est l'équivalent d'une alimentation normale. Par contre, c'est vrai quand même qu'il n'y a plus le plaisir, et ça il faut l'avoir à l'esprit, le plaisir de manger. Donc ça veut dire que c'est important des fois de mixer les deux. C'est-à-dire un patient qui a une nutrition entérale, et s'il peut manger un petit peu par la bouche, on veut toujours maintenir, parce que c'est maintenir aussi des sensations, un plaisir à l'alimentation, voilà, qu'il n'y a plus avec une nutrition entérale et encore moins avec une nutrition parentérale. Donc vraiment, ça couvre les mêmes besoins, mais c'est vrai qu'on privilégie toujours l'oral. Après, s'il y a des problèmes, on complémente ou c'est la nutrition entérale. Et si pour X raison, on ne peut pas la nutrition entérale parce qu'il y a des problèmes d'absorption ou autre, c'est le parentéral. Voilà. Mais avec ces trois apports, on arrive à nourrir les patients en totalité. Voilà. Mais on perd du plaisir. Et quand même, en France, le plaisir autour du repas, c'est quand même quelque chose qu'on partage tous. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir maintenir le plus longtemps possible chez un patient. Voilà. On a une autre question. Alors, comment évaluer la sarcopénie? Alors, pour mesurer la sarcopénie, il y a des approches un petit peu différentes, mais on va dire qu'il y a des approches assez simples. C'est le fait d'utiliser le N-grip qui permet de mesurer aussi la force musculaire. C'est-à-dire que si on a des résultats qui sont en deçà des ABAC, c'est-à-dire des normes, c'est que la personne a un problème musculaire, a dû avoir une faute musculaire. Donc, c'est un élément là, un élément qui est important. Il y a le lever de chaise à quelqu'un qui est plus capable ou qui met beaucoup de temps à se lever de la chaise, à faire des pas. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est beaucoup utilisé, notamment par les enseignants en activité physique adaptée, les kinés ou les gériatres, pour regarder un petit peu. Voilà. Après, il y a des choses beaucoup plus scientifiques, hein, notamment quand on fait un scanner, il y a une façon de mesurer la masse musculaire par rapport à la masse globale du muscle. On voit le muscle, mais le reste, c'est de la graisse. Et notamment, il y a des très jolies images, enfin très jolies, c'est pas des œuvres d'art en soi, mais notamment dans le cadre des obèses qui sont sarcopéniques, où on voit que la cuisse est très importante en termes de volume, et on voit que la masse maigre, elle est vraiment très petite, et tout le reste, c'est du gras. Et donc, c'est un petit peu pour ça que je disais qu'on peut avoir des personnes qui sont en surpoids, voire qui sont vraiment en obésité, voire obésité morbide, mais qui sont dénutris avec cette sarcopénie. Voilà. Donc, il y a aussi ces images-là qui sont faites des fois dans le cadre de cancer ou autre, et il y a des études, et aujourd'hui, mais le problème, c'est que des fois, pour mesurer un petit peu, il faut le faire à la main, sur l'image, et il y a beaucoup d'espérance sur l'intelligence artificielle aussi pour pouvoir faire ces mesures-là de façon un peu automatique lorsque les scanners ou les IRM sont faits. Alors, on a d'autres questions. Par contre, Richard, Leslie, moi, je dois y aller. Je vais vous donner la main pour être hôte et puis je vous laisse reprendre le reste des questions. D'accord. Entendu. Si ça va, désolé, j'enchaîne sur un autre webinaire. Un autre. Merci beaucoup à tous et puis je vous donne la main. Tac. Ok, ben donc je vais continuer les questions et je propose qu'on s'arrête à 14 heures. Donc une question de Henri et qui s'adresse plutôt à Leslie. Y aurait-il un intérêt à impliquer les résidents principaux concernés ainsi que les familles dans la lutte contre la dénutrition? Oui, forcément, la réponse est oui. Impliquer les résidents, évidemment, c'est-à-dire que le rôle des aides-soignants, c'est aussi un rôle éducatif vis-à-vis des résidents, vis-à-vis des familles et des aidants. Euh, on sait l'importance hein, du rôle, enfin le rôle important des aidants au regard de l'accompagnement des personnes âgées et des résidents en EHPAD. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Il faut les impliquer. Alors les impliquer, ça veut dire déjà leur expliquer l'intérêt d'une alimentation équilibrée, leur expliquer aussi l'importance du plaisir, leur expliquer bien peut-être pour les aidants, parfois aussi il y a beaucoup de représentations, les personnes âgées aussi ont beaucoup de représentations.
représentations qui sont souvent qui sont fausses et qui vont influencer leur régime, leur repas. Euh, et donc, effectivement, je pense que l'aide-soignant a un rôle dans la déconstruction aussi de ces représentations. Mais ça veut dire qu'il faut forcément qu'elle-même n'ait pas les mêmes représentations. Donc, la question de Céphayard qui demande, faut-il supplémenter avec les oligo-éléments vitamines nos résidents dénutris pour une meilleure rénutrition? Alors, il y a pas d'études qui montrent qu'il y a vraiment un effet positif entre le fait de donner des oligo-éléments et une renutrition. Ce qui est par contre important, c'est de toute la concentration que l'on a pour améliorer, optimiser la consommation en protéines. Parce que vraiment, la renutrition, qui dit renutrition, c'est refaire de la masse maigre, c'est refaire du muscle. Et donc, c'est consommation en protéines associée avec de l'énergie. Voilà, parce que si on donne que des protéines, comme il y a aussi besoin de l'énergie, il y a des cas où les protéines ne sont plus du tout utilisées pour faire du muscle, faire des anticorps, cicatriser, réduire les escarres ou autres, mais sont utilisées pour faire de l'énergie, parce qu'on a besoin d'énergie aussi pour fonctionner. Donc, c'est vraiment un équilibre entre les deux, associé, autant se faire se peut, à de l'activité physique. Pas sportive, je dis vraiment activité physique. Et c'est ce que on disait tout à l'heure avec Leslie. C'est bien d'aider à marcher un petit peu les patients plutôt que de les mettre sur un fauteuil et de les pousser parce que ça va plus vite. Y compris vis-à-vis des familles, c'est aussi insister auprès des familles que s'ils peuvent donner le bras à leurs parents pour aller dans un jardin, quand il y a un jardin, ou se déplacer dans le couloir, c'est toujours mieux que de les mettre sur un fauteuil roulant et de pousser, voilà, parce que ça fait toujours une activité qui est importante. Voilà. Donc, il y a Ahmed Rahal qui demande quels tests peuvent aider à identifier une malnutrition cachée ou précoce. Il n'y a pas de test en soi, hein. On a été clair sur le sujet, c'est le poids, la taille, voilà, l'indice de masse corporelle, c'est est-ce que le patient a mis… Voilà, c'est des éléments aussi factuels que ça, et c'est très sensible en termes de diagnostic. Donc, il n'y a pas un test avec une analyse biologique ou autre chose qui serait plus efficace que la mesure du poids, la mesure des consommations alimentaires. On a bien vu à ces deux éléments qui sont associés, qui vont on est sûr qu'il y a une malnutrition, une dénutrition derrière. Donc, il y a Henri qui nous a déjà posé une question tout à l'heure, mais qui repose une question de nouveau pour Leslie. Comment lutter contre les préjugés et les idées préconçues? Déjà en les interrogeant. C'est-à-dire que tant que le formateur ne pose pas de questions, il n'a pas idée des idées préconçues et des représentations de ses apprenants qu'il a face à lui. Donc, c'est poser la question. Alors, ça veut dire aussi que lui s'est interrogé sur les possibles, sur ses propres représentations. L'alimentation, de façon générale, est soumise à des idées, à des fausses idées. On baigne dedans. Je pense que tant que diététicien, vous pourriez valider que eh bien, toute l'année, on est submergé par des informations, souvent des informations fausses, des images qui sont véhiculées sur eh bien, le corps à avoir, sur la forme de corps, la forme l'alimentation qu'il faut manger, qu'il faut pas manger, etc. et tous les risques ou pas qu'il pourrait y avoir à manger ces aliments-là. Et donc, il y a des idées qui vont perdurer. En EHPAD, quand je suis allée 5 jours en EHPAD, j'ai rencontré des personnes âgées qui m'ont dit qu'elles ne voulaient pas manger de blé parce que le blé, eh bien, c'était l'alimentation pour poules. Pas manger de chocolat parce que le chocolat constipe. Donc, ce sont des idées qui font que ces personnes ne mangent pas certains aliments. Et ces aliments qui ne sont pas mangés peuvent du coup avoir une conséquence à long terme sur leur état de santé. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà, en tant que formateur, avoir cette notion, en tant que professionnel de santé, de façon générale, et interroger les apprenants sur leur propre représentation afin de pouvoir déconstruire celles-ci et puis les rectifier. Ok, donc je suis désolé, on ne pourra pas répondre à la dernière question. Mais juste, parce qu'on doit raccrocher, on doit clôturer le webinaire pour des histoires techniques. Mais vraiment, le meilleur indicateur pour que l'aide-soignant évalue l'efficacité, c'est pas compliqué, c'est de peser les patients, de voir s'ils reprennent du poids. Et le deuxième, c'est est-ce qu'ils consomment plus maintenant qu'avant. Voilà.
Sur ce, on vous souhaite une très bonne après-midi à tous et une bonne mise en œuvre auprès des aides-soignants avec qui vous travaillez. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, Richard. Au Merci. revoir. À très bientôt. Oui, avec plaisir. Avec Ok. plaisir. Bon, je vais essayer de couper ça. Ah voilà, c'est là. Au revoir. Quitter. Au revoir.